Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin sur SICAR. Le non-lieu prononcé dans l'affaire PPEA 2 a surpris plus d'un. Et pour cause, nombreux sont ces Béninois qui s'attendaient à ce que des responsabilités soient situées dans cette affaire, citée comme l'un des nombreux scandales financiers ayant éclaboussé la gouvernance sous le président Boni Yayi. Un détournement de 2,6 milliards de francs CFA octroyés par les Pays-Bas et destiné au programme pluriannuel du secteur de l'eau et de l'assainissement PPEA 2. Selon le juge d'instruction, il n'y a pas eu d'éléments pouvant justifier de détournement de fonds. Pour lui, l'affaire porte plutôt sur la réorientation des crédits dans le strict respect des procédures et règles en la matière sur autorisation express des ministres compétents. Une pilule difficile à avaler pour d'aucuns qui qualifient ce dénouement à tort ou à raison d'enterrement de première classe pour un dossier qui a pourtant fait beaucoup de bruit. Une issue qui laisse tout de même en suspens de nombreuses questions qui méritent d'être élucidées. Deux invités en plateau, Maître Alain Oronla, avocat au barreau de Cotonou et analyste politique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Emmanuel, le plaisir partagé. Agapite Napoléon Mafourican, communicateur et ancien rapporteur de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption au Bénin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et salut à vos téléspectateurs. Maître Alain Oronla, la justice béninoise a prononcé un non-lieu dans l'affaire de détournement présumé de plus de 2 milliards de francs CFA octroyés par les Pays-Bas, destinés à la seconde phase du programme pluriannuel du secteur de l'eau et de l'assainissement PPEA 2. D'abord, lorsqu'on parle d'un non-lieu en termes juridiques, de quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce que les Béninois doivent retenir? Quand on dit qu'il y a non-lieu, ça veut dire que l'affaire PPEA 2 est tombée à l'eau. Ça veut dire que le magistrat instructeur, donc le juge d'instruction, dont la mission est de faire des investigations pour déterminer s'il y a des éléments pouvant permettre de caractériser une infraction et de pouvoir rattacher cette infraction aux personnes mises en cause, aux personnes inculpées. Le juge fait ses investigations et considère que soit il n'y a pas d'éléments pouvant permettre de caractériser une infraction, ou soit qu'il n'y a pas d'éléments pouvant permettre de rattacher cette infraction aux personnes qui sont mises en cause. Quand le magistrat instructeur parvient à ces constatations, il rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire il dit n'y avoir lieu à poursuite. Et c'est un mécanisme qui se fait en collaboration avec le procureur de la République qui prend des réquisitions et qui peut ou non aller à l'encontre de cette décision. Donc, grosso modo, on dit dans ce dossier de circuler, il n'y a rien à voir. Et si vous le souhaitez, on peut, dans les développements, aller plus en profondeur dans les différentes considérations qui ont permis au magistrat instructeur, dans le cas d'espèce, de rendre son non-lieu, de commenter, mais il faut constater que, sauf appel du procureur de la République, qui me paraît hypothétique, l'affaire PPEA 2 est terminée. Alors, dans le cas d'espèce, dans le cadre de l'affaire PPEA 2, justement, ce non-lieu prononcé par le juge d'instruction, comment vous l'appréciez? Je suis frustré parce que cette affaire est quand même partie des récriminations de la diplomatie néerlandaise, fondée sur un rapport qui a quand même établi la disparition de certains fonds. Ce dossier a donné lieu au limogeage d'un ministre et à l'incarcération d'un certain nombre de personnalités, même si par la suite on a connu une récupération parlementaire, etc., etc. Ce dossier fait partie des raisons sur lesquelles le président actuel de la République a motivé sa candidature. C'est-à-dire, il y a trop de scandales,
l'État est voyou puisqu'il ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des chancelleries étrangères et s'était engagé à tirer cette affaire au clair. Donc, il n'y a pas eu de dénonciation calomnieuse, il n'y a pas eu de dénonciation fantaisiste, l'argent a bel et bien disparu. Et l'ordonnance du juge d'instruction ne dit pas que cet argent n'a pas disparu. Il dit tout simplement que ceux qui sont poursuivis ont agi conformément aux instructions de leur hiérarchie légitimement constituée. Donc on ne dit pas que l'argent n'a pas disparu. On dit tout simplement qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ceux qui ont été mis en cause, étant précisé que je ne pense pas que le premier responsable du secteur d'alors ait été inquiété. Je veux parler du ministre Kassa. Et ce qui est déplorable, c'est que ce non-lieu tombe au lendemain du soutien plus qu'excessif on va y revenir de à ce ministre. Côté politique. Bien, voilà. de l'affaire PPEA2. Voilà. Agapite Napoléon Mafroikan, il y a un an, en mai 2016, alors que vous étiez encore rapporteur de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, vous avez laissé entendre dans une émission sur la radio nationale consacrée à l'affaire PPEA2 que les acteurs présumés impliqués seront écoutés où qu'il soit. Vous étiez très optimiste. Avez-vous aujourd'hui l'impression que la lumière a été faite sur ce dossier? Non, j'ai l'impression que chacun fait son travail. C'est-à-dire qu'au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, à l'époque, si la justice n'avait pas été saisie, s'il n'y avait pas les enquêtes préliminaires, tout ce qu'il y avait eu à l'époque, la NRC aurait lancé sa procédure de collecte d'informations. Nous l'appelons ainsi parce que nous n'avons pas la prétention de dire que nous faisons des investigations ou des instructions, parce que c'est une autorité administrative indépendante. On n'a pas vocation à investiguer, on n'a pas qualité d'OPJ, d'officier de police judiciaire. Donc, nous estimions qu'à partir du moment où la justice, qui est le bras technique de ce champ d'affaires, est saisie, que la NLC devrait, enfin, même pas devrait, c'est systématique. Alors, puisque le dossier est instruit, il n'y avait pas de raison qu'il n'aille au bout. Et cette ordonnance de non-lieu est une des finalités possibles. C'est l'un des aboutissements possibles du dossier. Étant entendu que certains mis en cause, certaines autorités présumées coupables ou bénéficient d'une exception de juridiction qui fait que ils n'ont pas subi. On ne peut pas dire que l'instruction a été conduite peut-être avec toutes les parties prenantes, avec tous les témoins possibles. Je ne sais pas si le ministre Kassa a par exemple été correctement écouté. Je ne sais pas si le ministre des Finances d'État à l'époque, qui coiffe aussi le lieu du développement, je ne connais pas l'architecture de ce dossier comme il faut, mais soit c'est le développement, soit c'est l'ordonnateur public national qui est le ministre des Finances et le ministre sectoriel qui était le ministre de l'Énergie. Est-ce qu'ils ont été régulièrement écoutés dans le dossier? Je ne sais pas. Parce que, étant entendu qu'ils sont, ils sont protégés par ce qu'on appelle l'exception de juridiction. L'immunité? Non, ce n'est pas une immunité. C'est-à-dire qu'eux, ils ne passent pas par cette juridiction-là. En tant que ministre agissant. Ils ne passent pas la haute cour de justice. Exactement. Du coup, on peut les écouter, je pense, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas concrètement, peut-être Maître aura l'occasion d'expliquer. Alors donc, est-ce qu'on est satisfait? Oui, pour moi, j'ai la première satisfaction que le dossier a atteint un aboutissement. Maintenant, il faut entrer à l'intérieur pour comprendre. Parce qu'à entendre, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont poursuivies. Il y en a qui sont en prison, qui ont été mis en détention. Il y en a qui sont poursuivis tout en étant libres, inculpés. Donc, ils sont retenus dans les lieux de la justice. Il faudrait bien que, est-ce que l'instruction a démontré que ces personnes sont responsables entièrement? S'ils n'ont fait que exécuter des instructions, et si elles étaient écrites par ailleurs, ça, je pense que leur responsabilité est entièrement, enfin, ne peut pas être, surtout pénale, ne peut pas être absolument engagée dans la mesure où l'autorité hiérarchique leur enjoint de faire, de poser un acte. S'ils sont en position
à la limite de réquisition, je ne sais pas vraiment tous les éléments que le juge d'instruction a eu. Moi, j'estime qu'on ne peut pas les poursuivre quand les autorités supérieures qui sont censées avoir connu le dossier ou ceux qui sont censés avoir donné des instructions, peut-être écrites, donc à la limite de l'injonction ou de la réquisition. Si ces autorités-là sont en liberté, vous comprenez qu'il est normal que ceux qui ont fait qu'exécuter ne soient pas poursuivis. Donc, a priori, pour moi, je trouve que je ne peux pas de fait attaquer, douter du fait qu'il y a eu une instruction correcte. Mais je peux avoir une sorte de... Il peut avoir... un arrière-goût d'inachevé. Exactement, c'est exactement l'expression. Il y a un arrière-goût d'inachevé à partir du moment où les mises en cause, enfin, la chaîne, toute la chaîne n'a pas été écoutée. Une petite précision quand même, c'est le rapport lui-même. Je ne sais pas si nous allons entrer après dans nous reviendrons sur le rapport Kroll. Parce qu'il y a quand même quelques observations sur ce rapport qui a servi de base au lancement de tout cela. Alors, le juge d'instruction, Maître Alain Roula, a motivé sa décision par le fait qu'il n'y a pas eu d'éléments pouvant justifier un détournement de fonds. Il n'y a pas d'éléments pouvant justifier un détournement de fonds. Pour lui, l'affaire porte plutôt sur la réorientation des crédits dans le strict respect des procédures et règles en la matière, car les mouvements d'argent ont été faits sur autorisation expresse des ministres compétents. Mais ce motif laisse plusieurs questions en suspens. Maître Alain Roula, par exemple, on se demande pourquoi l'affaire avait-elle fait autant de bruit, poussant même à la démission d'un ministre du gouvernement en la qualité de M. Barthélémy Cassa et à l'arrestation de tous ceux qui étaient supposés impliqués, si tant est qu'elle portait simplement sur la réorientation des crédits dans le strict respect des procédures et règles en la matière. Le juge d'instruction n'est pas infaillible. Il ne fait que rendre une ordonnance, laquelle ordonnance peut être querellée en appel. Et ça, seul le procureur de la République, qui n'est pas loin de l'État, peut interjeter cet appel. Et on peut avoir une autre version. Le juge d'instruction n'est pas infaillible, ça veut dire qu'il peut mal qualifier ou mal fonder son non-lieu. Mais le respect que j'ai pour chacun d'eux, surtout à Cotonou, je les connais personnellement, m'interdit de porter un jugement de valeur sur la qualité du travail qu'ils ont fait. Et les connaissant, je sais qu'ils ont donné leur plume à un arrangement d'intérêts plus ou moins convergents. Parce que j'ai vu ce dossier au départ. Une chose est certaine, le rapport Kroll sur lequel on viendra, et il y a eu d'autres expertises, ont établi que de l'argent a disparu. L'ordonnance ne dit pas le contraire. L'affaire, lorsqu'elle fut portée, a démontré et a révélé qu'un certain nombre d'acteurs ont saucissonné des marchés. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que, parce qu'on n'était pas capable de soumissionner, parce qu'on va dépasser des seuils, on a exprès réduit les seuils des appels d'offres pour faire des marchés de gré à gré. On en a parlé. Ça, c'est une infraction, ça peut être constitutif d'une infraction. On a parlé de décaissement frauduleux, même si ça va à la bonne personne. Donc, je suis en train de dire par là qu'il est impossible que ce dossier ne débouche pas sur des poursuites, au moins sur d'autres questions. Par exemple, la fraude aux procédures d'appel d'offres. Lorsque c'est un appel d'offres qui doit être fait et que vous vous arrangez pour saucissonner les marchés, c'est déjà une infraction au code des marchés publics. Lorsque les décaissements sont faits à la Diamond Bank, on se souvient de tout ça. Donc, ce n'est pas possible que cette affaire ne débouche pas sur quelques poursuites. Autrement dit, quand on vous accuse, n'est-ce pas, d'avoir volé un parc de véhicules et qu'on fait des investigations, on se rend compte qu'il y a une moto volée dans votre concession, on doit pour le moins vous poursuivre pour ce recel. Or là, on a blanchi tout le monde en bloc. J'ai des doutes. La deuxième chose, si vous permettez, on est obligé de prendre un peu de temps. La manière dont les investigations ont été conduites, cette manière est forcément biaisée, puisque le ministre Cassa, je ne lui en veux pas particulièrement, et d'autres ministres auraient dû être entendus, si ce n'est
en qualité de prévenu, ce qui aurait été d'inculpé, ce qui aurait été mieux, mais il y a cette exception de juridiction, au moins en qualité de témoin, pour qu'on sache exactement pourquoi telles instructions ont été données. Le fait de motiver un non-lieu par le fait que les exécutants ont observé les instructions écrites de la hiérarchie n'est pas non plus satisfaisant, puisque nous avons une constitution qui dit que ce n'est pas parce que le ministre compétent d'alors vous a instruit pour détourner que vous n'êtes pas responsable des détournements que vous avez accompagnés. Donc ce n'est pas suffisant, voyez-vous. Enfin, la qualité des acteurs pose problème. Cette affaire a été déclenchée sous le président Yahya Boni. Et on a parlé d'un certain Roch Nieri, on a parlé d'un Kodo, on a parlé du ministre Kassa et d'autres, qui n'ont même pas été inquiétés pendant que d'autres ont été incarcérés. Il se dit que ces différents acteurs sont proches du président Patrice Talon. Il se dit qu'ils continuent de gagner des marchés, alors qu'à l'époque, ils ont fui et ils auraient même dû être interdits de soumissionner des marchés. Mais aujourd'hui, tout le monde est absous. Voilà des éléments mis bout à bout qui peuvent interpeller sur la régularité des investigations et des ordonnances ou de l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue. Je reviendrai à vous, maître Alain Oronla. Agapite Napoléon, n'aurait-il pas été tout simplement suffisant que le gouvernement Yahi justifie l'affaire en son temps, parce que ça a fait beaucoup de bruit par cette réorientation qui quand même, selon le juge, correspond aux règles en vigueur en la matière. Pourquoi avoir alors fait démissionner un ministre de la République, si tant est que la manipulation des fonds respectait les règles telles que l'ordonnance le dit, sur la base de quel élément avait-on placé toutes ces personnes sous mandat de dépôt? Je veux parler du coordonnateur, par exemple du coordonnateur du projet, son adjoint, ainsi que le directeur des affaires financières, le directeur de la programmation et de la prospective, je peux citer encore d'autres. Des questions qui restent en suspens après la décision du juge. Oui, Maître a dit que le juge n'est pas infaillible, c'est un humain, et toute la justice, quelle qu'elle soit, moi je le dis toujours, la justice elle est des hommes. Parce qu'un homme, il est faillible. Donc, a priori, il peut y avoir quelques erreurs déjà à ce niveau et qui ne soient pas nécessairement du fait d'une manipulation ou bien d'une volonté manifeste de tordre le cou. Mais ce qui est dans ce... Je vais répondre à votre question. Mais je voudrais juste dire, par rapport à ce non-lieu, je pense que celui qui a la main, c'est le procureur de la République. Celui qui a la main, c'est le procureur de la République, puisque le juge peut dire, à l'étape actuelle, des informations que j'ai, c'est un peu comme cette affaire d'empoisonnement, si on doit revenir là-dessus. Quand vous lisez l'ordonnance, vous lisez, vous relisez. Affaire de coup d'État, vous lisez, vous relisez. Il y a suffisamment de faits. Il y a suffisamment de faits, d'actes qui ont été posés, qui peuvent interpeller un juge. On a pu requalifier certains comportements. Je me rappelle dans l'agression de 1977, on a quitté une qualification de départ pour aller à une requalification, même si ça a profité aux mises en cause, parce qu'on parlait de l'impérialisme international. Mais dans le cas d'espèce du présumé dossier d'empoisonnement ou de coup d'État, tout ça, quand vous lisez, c'est clair. Donc, c'est pour dire quoi? Face à des situations, face à des acteurs, je pense que le juge d'instruction sait la finalité. Qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il recherche, où est-ce qu'il veut aboutir? Est-ce que c'est de requalifier ou bien c'est de rester dans le cadre de la qualification de départ et de démontrer ou d'infirmer les éléments qui sont sur la base des expertises, ou des éléments du dossier ou des expertises supplémentaires, complémentaires qu'il est amené à commettre. Donc, il y a ça. Il y a peut-être que le fait que certaines personnalités ne soient pas obligées d'être là, puisqu'ils sont couverts d'une manière ou d'une autre par nos textes. Est-ce que cela ne permet pas, ne crée pas une sorte de justice à double vitesse? Parce que pourquoi certains vont répondre des actes que d'autres les ont amenés à conduire, à opérer? On connaît nos administrations. On peut saucissonner sous injonction du ministre, par exemple. Mais celui qui a saucissonné, il sait que c'est une faute. C'est une fraude à la loi. Mais
Le ministre dit, je vous prie, pour les besoins, pour les nécessités, pour nos partenaires, les impératifs de délai. S'il dit ça, le cadre peut se dire, oui, moi, je suis couvert. Parce que le ministre est en comité de pilotage, il rencontre les autorités, il rencontre l'ambassadeur. Donc, c'est pour ça que je dis, s'il y a des documents, s'il y a des actes probants qui prouvent effectivement qu'il y a eu à la limite, moi je ne parle même pas d'injonction, réquisition, entre griffes, à partir de ce moment-là, je pense que la responsabilité des cadres peut être levée. Et on saluera le juge qui a demandé qu'on ne les poursuive pas. Mais alors, d'autres doivent prendre le relais. Le premier relais qui doit être pris, c'est au niveau du parquet. C'est au niveau du parquet qui, en revoyant le dossier, peut le reconsidérer et demander peut-être, solliciter peut-être que certaines immunités, ou bien qu'on enclenche des procédures devant permettre maintenant à ceux qui ont donné les instructions de répondre de leurs actes. Notre constitution est toujours en vigueur. Il y a une procédure pour que des autorités qui, à des moments donnés, en tout cas que des membres du gouvernement puissent répondre devant la Haute Cour de justice. Et ça, moi, j'attends ça. Si on veut aller au bout du dossier, il faudrait bien qu'il y ait une action en la matière, peut-être. Deuxième chose. Et la troisième, c'est de répondre à votre question. Votre question, vous demandiez Je demandais pourquoi ça a fait autant de bruit alors qu'on nous parle aujourd'hui d'une réorientation. Le gouvernement du président, je pense qu'il y a des erreurs de communication à beaucoup d'endroits. Ce que le gouvernement du président Yaya a mal eu, des choses qui ont été mal gérées, c'est les situations de crise. On se rappelle l'affaire Sensad, mal gérée sur le plan de la communication. ICC, mal géré sur le plan de la communication. Daïvo, mal géré sur le plan de la communication. Et ce dossier Sensad, très mal géré sur le plan de la communication. Parce que quoi? Ce sont basés sur le rapport Kroll. Est-ce que le gouvernement a commandité cette expertise-là? Est-ce que le gouvernement s'est approprié ce document-là? Est-ce que les alertes de l'ambassade des Pays-Bas ont amené le gouvernement à tenir, à dépouiller, à situer? Ils ont rencontré des ministres, ils ont basé sur le rapport Kroll. Mais est-ce que le rapport Kroll est absolument susceptible d'erreur? Est-ce que le rapport Kroll, le cabinet Kroll lui-même, quel est son statut? Est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il a qualité pour faire un audit, une expertise, un audit qui s'impose aux autorités administratives? C'est une collecte d'informations. C'est des informations que le cabinet a pu collecter, qui peut maintenant permettre au gouvernement, l'État indépendant, le gouvernement souverain, de commanditer maintenant d'autres enquêtes, même administratives, pas les structures. On a les inspections générales qui sont là. Bon, alors, donc, il y a eu des failles au niveau de la conduite, même pas le gouvernement, de ce dossier. C'est pour ça que je disais qu'on a transmis le rapport Kroll à la justice sous pression de l'ambassade des Pays-Bas, pression légitime, c'est l'argent des contribuables néerlandais. Et comme nos gouvernements n'arrivent pas à anticiper, les autres ont dit, ah non, nous on est à cheval, surtout qu'il y a déjà quelques dénonciations. Parce qu'il y a des irrégularités quand même, beaucoup de choses se sont mal passées dans ce dossier-là. Donc, c'est normal, les Pays-Bas ont mis la pression. Le gouvernement n'a pas pris la mesure de sa responsabilité et a livré le rapport au procureur, à la justice. Et bon, on a mis certains en prison. C'est la même chose que dans le dossier de constitution de dossier de l'Assemblée nationale. Si on revient sur ce dossier, c'est le même comportement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de mener les investigations à soi. Sur la base des structures locales que nous avons, qui sont quand même de très bonnes factures, des gens qui ont des qualifications, qui ont des qualités, des compétences pour faire du bon. Et après, on envoie certains en prison, ils font 2 ans, on les ressort, et puis voilà, on n'entend plus rien. Ça pose un problème. Donc, l'un dans l'autre, je pense que, pour moi, le dossier n'est pas absolument clos si le procureur le veut bien. Il y a encore des acteurs qui peuvent être questionnés pour mieux comprendre ce qui s'est passé. 2, je pense que le gouvernement, l'émotion de l'époque, tout ce qui s'est passé, je sais pas, c'est imputable à la communication gouvernementale
qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment à la hauteur des situations de crise qu'il y a eu en ce temps-là. Alors, Maître Alain Oumla, tout se passe aujourd'hui comme si les fonds n'ont jamais atterri dans les poches d'individus, comme les Néerlandais l'avaient dénoncé. Et pourtant, il a existé ce rapport Kroll dont vous avez parlé, issu d'un cabinet d'audit international, audit commandité à coût de 700 millions de francs de contribuables béninois. C'est exact. Et là, je vais commettre le délit d'initié, parce que je vais tenir un discours de vérité. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de vraie affaire, un juge d'instruction fait ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut poursuivre là où il n'y a rien et il peut ne pas poursuivre là où il y a tout. Je ne sais pas si on se comprend. Et d'ailleurs, ce n'est pas sa responsabilité de dire si un tel est coupable ou pas. Sa responsabilité, son devoir, c'est d'envoyer pour jugement un dossier dans lequel il considère qu'il y a des charges suffisantes pour juger une personne présumée innocente. Donc, le tribunal saisi peut toujours déclarer la non-culpabilité. Donc, et le juge d'instruction ne peut pas aller vers un non-lieu sans la complicité du procureur de la République. Je ne parle pas d'une complicité mafieuse, mais c'est quand même le bras armé des poursuites. Donc, s'il va vers un non-lieu, c'est probablement parce que le procureur de la République a requis un non-lieu. Et si le procureur de la République requiert un non-lieu, c'est probablement parce qu'il a reçu des instructions pour aller vers le non-lieu. C'est vous dire le rôle joué par l'État. Parce que dans ce dossier, on ne me convaincra pas qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est d'abord quelque chose qui est dénoncé par des victimes sérieuses et crédibles. Cette victime, c'est la coopération néerlandaise qui ne va pas se lever pour dire l'argent a disparu, il n'a pas été bien géré, il n'a pas été bien géré. Souvenez-vous que cette affaire a suscité le déplacement du ministre néerlandais de la coopération, cette dame qui est arrivée ici, on a tapé du poing sur la table, on a menacé de rupture diplomatique ou de rupture de la coopération. Il y a des institutions sérieuses qui ont quitté ou boudé le Bénin pour cette affaire. Donc même si la communication gouvernementale a eu des ratés, il y a eu quand même un gros souci. Et ce souci aurait pu trouver son aboutissement. Et le président de la République s'est engagé là-dessus. Je ne suis pas en train de prendre une position politique. Je présume que lorsque le candidat prend ce dossier à bras-le-corps, en use et dit que ça va être l'impunité, que le règne de l'impunité est terminé, c'est parce qu'il a eu accès à des éléments qui lui permettent de penser quand même que les choses ne se seront pas déroulées comme elles devraient l'être. Mais il se trouve que l'État est la personne la plus outillée pour donner l'orientation qu'il faut au dossier. C'est l'État qui avait permis qu'on poursuive à l'époque et c'est l'État aujourd'hui qui met fin aux poursuites puisque en donnant des instructions au procureur de la République, on ne peut pas faire autrement que de trouver un arrangement pour parvenir à non-lieu. Donc, il y a très peu de chances, mon cher Maforican, que le dossier soit poursuivi autrement. Et c'est là où il y a des coïncidences troublantes. C'est là où il y a des coïncidences troublantes. Parce qu'on est obligé de politiser le dossier. Quand ce dossier est apparu, le ministre Kassa a été démis de ses fonctions ou s'est démis de ses fonctions. Mais on s'est arrangé pour le mettre au Parlement. C'est le même président Yaïboni qui a permis ça, pour qu'il puisse bénéficier de cette immunité, qu'on a refusé de lever, au motif qu'on ne voulait pas le livrer à la justice. Des députés l'ont dit dans ce pays. Le président Talon est arrivé et a dit que toutes ces affaires doivent être tirées au clair. Mais jusqu'à présent, aucune n'est tirée au clair. Il y a un ralliement qui s'opère. Vous êtes vraiment pressé d'arriver au côté politique de la chose. Je ne suis pas pressé, c'est une analyse. Je reviendrai à vous, oui. Maître. Ça fait partie des éléments d'analyse. Oui. À quoi ce rapport Kroll, produit par un cabinet d'audit international, Agapit Napoléon, qui a coûté environ 700 millions de francs du contribuable béninois, a finalement servi? La question se pose. Un rapport qui avait également révélé, ne l'oublions pas, qu'en dehors des 2,6 milliards de francs CFA du PPEA2, les deux opérateurs économiques cités dans cette affaire, en la personne de Roch Nieri et Rémi Kodo, ont aussi réussi à siphonner en 2014 plus de 5 milliards de francs CFA du trésor public à travers des sociétés écrans.
Vous savez, Société Écran, nous avions commencé un travail au niveau de l'autorité. Ce que moi, j'ai eu, avec le temps passé à l'autorité, j'ai arrondi un peu, je me suis un peu arrondi en termes de prise de parole sur ce type de documents. Parce que des rapports, j'en ai vu passer suffisamment. Certains ont été transmis au procureur de la République, qui n'ont d'ailleurs pas eu de retour. Quand d'autres affaires de très moindre valeur passent avec diligence. C'est pour dire que le rôle de l'État, et là je vais mettre, le rôle de l'État en la matière est un rôle sensible et important. Moi, je ne pense pas. J'estime que nos gouvernements n'arrivent pas à joindre l'acte à la parole en matière de lutte contre la corruption. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier PPA 2, où finalement, c'est sous pression de la coopération néerlandaise que ce dossier est rendu public. En fait, le gouvernement, au moment où Kassa était candidat, ce dossier n'était pas encore connu du grand public. C'était en pleine campagne. On était entre deux tours de législative. On était soit en campagne électorale, soit juste après les législatives, que le dossier a éclaté au grand jour. Parce que justement, le gouvernement avait déjà pris connaissance de ça. On l'a glissé vers le Parlement. Donc, il n'y avait pas une volonté. Vous avez dit, le cabinet Kroll. Pour moi, le cabinet Kroll devrait avoir travaillé quand les instances nationales ont fait leur travail. Dans le contrat, dans la convention avec le gouvernement, entre l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement, il devrait avoir régulièrement des contrôles. Il devrait avoir des rapports d'étape. Il devrait avoir un certain nombre d'outils produits pour montrer quand même que le dossier, que les fonds décaissés sont utilisés comme il se doit dans le contrat. Et s'il doit avoir normalement une réaffectation, il devrait avoir les avenants, ou bien, en tout cas, il y a des mesures de correctifs qui sont prévus normalement à ce type de contrat, à ce type de convention. Donc, logiquement, le gouvernement ayant laissé faire, est-ce qu'il était absolument ignorant de certaines pratiques? Et quand il dit ignorant, c'est le gouvernement, c'est ceux qui décident au sommet. C'est le ministre. Pour moi, c'est le ministre. Donc, le fait pour moi de laisser le ministre de côté et de s'en prendre au cadre pose le vrai problème de la lutte contre l'impunité ici. Donc, moi, honnêtement, là où je me dissocie un tout petit peu de la position de maître, moi, je dirais que ce type de situation de non-lieu, c'est pas la première fois. Pas la première fois. Il y en a eu. Et ce ne sera pas la dernière. De journalistes, c'est pas la première fois parce que quand on instruit, à un moment donné, il y a l'acteur principal qui disparaît. Soit, si ce n'est pas un non-lieu, c'est au niveau du procès, on se rendra compte que l'acteur même n'est pas là. Si l'acteur n'est pas là, le film est terminé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette immunité de droit que la loi a accordée, cette impunité de droit dont jouissent les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, qui fait que la haute cour de justice ne se met jamais en place. Le cabinet Kroll, je veux le dire un mot, ce n'est pas le gouvernement qui a pris l'initiative. Je pense que le cabinet Kroll a été recruté par l'ambassade des Pays-Bas. Je peux me tromper. Je crois que c'est... Pour le peu que j'ai, le gouvernement a dû donner son avis, mais le gouvernement lui-même, en position de faiblesse, par rapport à son inaction, a laissé faire. Or, comme je dis, ce cabinet, avec tout le respect que je peux lui devoir, est-ce que le cabinet a fait tout le travail qu'il devait faire? J'ai écouté, j'ai eu des documentations qui ont remis en cause certaines affirmations du cabinet, qui créent un petit doute sur un certain nombre de conclusions. Alors, qu'est-ce qu'un gouvernement aurait dû faire? Je me dis, les inspections générales sont là. J'ai lu de très bons rapports des inspections par ailleurs, mais qui ne débouchent sur rien. Donc, l'un dans l'autre, on aurait dû faire une bonne inspection avec nos inspections et tomber sur des rapports qui valent et qui peuvent faire fortune aussi bien au niveau de nos juridictions qu'au niveau des juridictions spéciales dont on parle. Or, on a eu ce rapport Kroll qui, comme c'est un cabinet international, avait vocation de rassurer sur le contenu des récriminations. Or, il se fait maintenant que, déjà, le premier niveau n'a pas fonctionné puisqu'on a déclaré un non-lieu. Mais le non-lieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas faute. Vous l'avez dit, quand vous l'avez dit qu'on a l'impression que l'argent n'a pas tombé dans le... Non. Le non-lieu, Maître l'a dit au départ, ça ne veut pas dire... Les éléments
et les personnes, peut-être qu'il n'y a pas concordance entre les éléments et les personnes que j'ai en présence. Ou que j'aurais pu avoir en présence, parce que le juge d'instruction pourrait bien encore faire défiler d'autres personnes. Donc, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a des gens encore cachés ou des gens dont je n'ai pas l'occasion que je n'ai pas l'occasion d'avoir, ou bien dont je n'ai pas l'occasion d'inculper. Peut-être que c'est vers eux qu'il faut se retourner. Moi, je pense que ce dossier n'est pas terminé. Ce dossier ne saurait se terminer. Si le procureur de la République, si je suis les insinuations de maître, si le procureur de la République s'arrête et ne poursuit pas, peut-être que lui, il n'a pas jugé utile de poursuivre, de continuer de taire. Mais je pense qu'il y a d'autres instruments dont jouissent les citoyens. Ce rapport n'est pas, c'est un rapport qui n'est pas un rapport confidentiel, un rapport Kroll. Je pense que les éléments qui sont là-dedans peuvent permettre à des citoyens d'agir. Et il y a des possibilités d'agir, même au niveau de la justice, au Bénin, comme au niveau de l'international. Moi, je pense qu'en la matière, a priori, à la date d'aujourd'hui, j'évite de porter un jugement franchement de valeur compte tenu de la qualité des personnes en présence, c'est-à-dire des gens qui reçoivent des instructions et qui ont pu commettre des erreurs parce que quelqu'un a mis la pression. Et du coup, à cette étape-ci, ces personnes-là peuvent être absoutes. En tout cas, à l'étape-ci, quitte à ce que, quand les personnes concernées elles-mêmes seront dans le feu de projection, sous les feux des projecteurs, que tout le monde maintenant puisse dire ce qui s'est passé. Idem pour le projet de l'Assemblée nationale, idem pour l'affaire de coup d'État et d'empoisonnement. Ces dossiers-là ont des points communs, ont des relais communs. C'est des non-lieux, entre autres en dehors de l'Assemblée nationale, c'est des non-lieux qui peut-être peut ne pas engager entièrement le projet. Alors, on va continuer, on va évoluer dans cette émission. On ne saurait faire ces analyses sans tenir compte de certains nombres de paramètres politiques, notamment le constat, vous l'avez fait tantôt, c'est que cette décision intervient dans un contexte, à un moment où un certain Barthélémy Cassa, cité dans cette affaire, a déclaré ouvertement son soutien au programme d'action du gouvernement. Et tourne dos à son ancien mentor, Boni Yayi. Vous y voyez un rapport ou bien s'agit-il d'une simple coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Le paramètre politique est le paramètre déterminant, presque exclusif. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une continuité dans la rupture prônée. Parce que tous ces dossiers qui, naguère, étaient emblématiques de l'impunité, et donc qui ont motivé la lutte implacable contre la corruption, eh bien ces dossiers aujourd'hui sont dégoupillés et il y a des non-lieux au fur et à mesure d'arrangements politiques. C'est ça qui est déplorable. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, c'est-à-dire que nous héritons au niveau de la justice de dossiers mal ficelés, pipés, etc., qui permettent aux juges de les rétoquer. Mais le fonctionnement de notre justice que je connais permet quand même de poursuivre lorsqu'on veut poursuivre. Ce qui s'est passé dans ce dossier, c'est incontestablement la mainmise de l'exécutif sur le procureur de la République. Son bras, je ne le dis pas méchamment. Je ne le dis pas méchamment, parce que c'est des magistrats que j'apprécie et dans le privé, ils seront d'accord avec moi. Seulement que moi, j'ai une plus grande gueule. Mais quand on dit au procureur de la République, et je sais qu'il y a ces pressions permanentes, on lui dit, écoutez, puisqu'il doit rendre compte, on lui dit, faut requérir un non-lieu. Mais il requiert un non-lieu, pourquoi voulez-vous qu'il se mette en difficulté? Il n'y a pas de Kenneth Star. Vous y voyez une volonté d'enterrer ce dossier? Mais à partir du moment où les animateurs de l'État, je veux parler des politiques, trouvent leur compte, ils rangent les armes qui auraient pu leur permettre de faire mal à leurs adversaires d'hier. Quand vous vous rendez compte, et dans quel pays on est, moi je parle en tant que citoyen libre, qu'un Barthélémy Cassa vienne vomir Yayi Boni, vraiment, je ne suis pas fier. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Mais qu'est-ce qui l'amène à le faire? Parce qu'il se sent en difficulté, parce qu'on presse quelque part ses bijoux de famille. La question qui se pose. Absolument. Et après ça, comme par magie, tout ce qui aurait pu l'éclabousser disparaît. C'est pareil dans bien d'autres dossiers. Moi, je ne porte pas d'appréciation sur les individualités, mais c'est un système qu'il faudra corriger, ou en tout cas, c'est un système qui a lieu de dénoncer. Je suis sûr que le magistrat qui a instruit ce dossier, s'il n'y avait pas eu ces pressions extérieures, aurait renvoyé.
devant les tribunaux. Maintenant, si le procureur dit, bon, allez, pour des considérations diverses, certes politiques, mais entre autres pour des dossiers mal ficelés, requiert un non-lieu, pourquoi voulez-vous qu'il fasse autre chose que le non-lieu? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, je voudrais que nous ayons conscience de ces choses-là, hein, que c'est ainsi que ça se passe. Maintenant, moi, je ne décide pas au nom de l'État. Si ceux qui sont aujourd'hui en position pensent que c'est comme ça qu'on peut régler les problèmes, pourquoi pas? Mais dans d'autres pays, ça se passe différemment. Voilà. Alors, Agapite Napoléon, vous y voyez aussi, vous faites une lecture d'un dossier qu'on veut enterrer. D'aucuns parlent d'un enterrement de première classe pour ce dossier qui a fait tant de bruit. Cette coïncidence, hein, je parle de coïncidence quand même, c'est au moment où l'ancien ministre Barthélemy Kessa, cité dans cette affaire, fait sa déclaration de soutien au PAG, la décision sort et c'est un non-lieu. Il y a un certain nombre de paramètres politiques quand même qui chevauchent avec le côté judiciaire. Je me demande s'il y a un enterrement de seconde classe ou de troisième classe. Non, écoutez, oui, un peu. L'analyste peut s'interroger. L'analyste peut s'interroger et même s'émouvoir, parce que ce n'est pas la première fois. Il y a des dossiers où quelqu'un, traqué par le gouvernement, candidat à l'élection, il est traqué dans une affaire de meurtre présumé ou d'assassinat, et puis bon voilà, ou de complicité, mis en détention, a été sorti de la détention, un non-lieu, et après cette déclaration de soutien. C'est vrai qu'il y a des situations qui surprennent et parfois qui interpellent. Et celle décrite par Maître n'est pas loin de ces situations-là. C'est vrai. Quand moi j'ai vu M. Kassa faire ce qu'il fait tout récemment, j'avoue, je disais encore s'il y a une petite partie de dignité à certaines personnes, je pense que on n'aurait pas dû. Et l'ayant fait, il aurait dû supplier les médias de ne pas montrer. Parce que je suis resté pas très loin de ces périmètres. Et j'ai vu ce monsieur agir. Et j'avoue que s'il y en a qui ont induit le président, il y a une erreur. M. Kassa en fait partie et suffisamment dans un certain nombre de méthodologies de fonctionnement de trucs. Et je le dis, je réponds de ce que... Est-ce une façon de dire que vous comprenez maintenant pourquoi il a fait? Non, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que à un moment donné, est-ce que M. Kassa peut dire je soutiens le PAG sans garantie? C'est pour ça que je dis qu'il y a des situations qui peuvent interpeller. Est-ce qu'il peut soutenir le PAG sans garantie? Je ne sais pas. Je m'interroge. Là, c'est Maforican, ce n'est peut-être pas l'ancien membre de l'autorité, mais c'est l'un des citoyens qui s'interroge parce que, étant entendu que ce qu'il a dit du mentor d'il y a un an et demi, quand il faut le vomir parce qu'il y a des situations, il faut bien qu'il y ait des garanties suffisamment claires pour qu'il puisse prendre de tels risques, d'écraser celui qui l'a fait, celui qui l'a maintenu contre vents et marées, celui qui l'a maintenu contre même des dénonciations venant même des partenaires techniques et financiers. Donc, il est resté, alors qu'il y avait des notes, des trucs qui montraient qu'il y avait assez de situations anormales qui se posaient au niveau de ce ministère-là. Je sais de quoi je parle. Donc, si aujourd'hui il écrase ce monsieur, son bienfaiteur, pour pouvoir, qui pourra lui dire couche-toi, je me couche, dors, marche, je marche. S'il pourrait maintenant l'écraser aujourd'hui au nom de quelques intérêts politiques, on peut alors faire des liaisons. Donc c'est pour ça que, et surtout il y a des liaisons antérieures. On a vu quelqu'un, un juge d'instruction qui a déclaré un non-lieu. Aujourd'hui il est au cabinet, il est bien placé. Il est sorti du pays, il est revenu, il est bien placé. Donc parfois le citoyen peut s'étonner, le citoyen peut s'émouvoir. Et il appartient à la justice, je pense. Il appartient à la justice d'essayer peut-être de mettre un calibrage dans un certain nombre de comportements de certains acteurs. Nous, quant à l'autorité, on s'est battu pour qu'on libère le procureur. On dit libérer le procureur, c'est-à-dire dans les réformes qui doivent être faites au niveau judiciaire, de permettre à ce que le procureur soit indépendant, que ce ne soit pas un procureur qui dépend de la chancellerie. Le gouvernement, on a dit séparation du pouvoir. Séparation du pouvoir, non, le gouvernement, dès que ces dossiers sont prêts, on envoie ça à la justice, une justice absolument indépendante du gouvernement. Or, aujourd'hui, quand vous dites j'ai saisi la justice, alors que c'est le procureur que vous avez saisi, le procureur c'est qui?
il est bien formé, il a tous les qualificatifs, il est nickel, mais il dépend du ministre. Et il suffit que le ministre lui écrit pour dire va dans ce sens, il va dans ce sens. Donc, le procureur de Cotonou a beau vouloir peut-être aller contre peut-être cette décision ou bien demander, faire appel parce que c'est son droit. Autant le juge n'a pas vu certains aspects, autant le procureur peut vouloir que ça soit fouillé plus haut, puisque la loi lui donne l'autorisation d'aller à des paliers. Ben, si le ministre de la Justice dit stop, il stoppera. Donc, ce qui aurait été attendu, c'est que, effectivement, au nom de la transparence, et pour éviter ces doutes qu'il y a, soit on demande la levée de l'immunité des membres du gouvernement dont les noms sont cités dans ce dossier, pour leur permettre de témoigner et d'être en position de répondre de certaines choses pour que nous puissions être clairs. Soit alors le procureur lui demande que fasse appel, je ne sais pas si le délai n'est pas passé, fasse appel pour qu'on puisse, peut-être au niveau de la cour d'appel, qu'il y ait une sorte d'instruction complémentaire pour qu'au moins ce dossier, tout le monde soit. Je pense que ça va arranger le président lui-même qui a pris l'engagement de lutter contre la corruption chaque jour que Dieu fait. Autrement, il restera toujours ce doute. Est-ce que le politique n'a pas imposé ses lois aux judiciaires? Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Maître Alain Oronla, avocat au barreau de Cotonou et analyste politique, Agapite Napoléon Maforican, communicateur et ancien rapporteur de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi une fois encore d'avoir été en votre compagnie. Prenez soin de vous et à très bientôt sur SICA.